le parc d'attractions de Maiduguri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans, il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Il nous demandait de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Il disait que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle il considère que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés. À 7 ans, Jacob s'amuse dans sa salle de jeu, comme n'importe quel garçon de son âge. Mais il est né dans un corps de fille. Joyeuse et sans problème, Mia, comme ses parents l'appelaient alors, change de comportement vers 2 ans et demi. L'enfant refuse de porter des vêtements de fille et demande qu'on l'appelle par des prénoms de garçon. Mia est régulièrement prise de colère et la communication devient difficile. À l'époque, ses parents pensent que leur enfant traverse une phase. Je n'avais jamais imaginé qu'un enfant puisse être transgenre. Pourtant, au fil du temps, le comportement de Mia ne change pas et après une longue et douloureuse réflexion, ses parents décident d'agir. En voyant qu'il n'avait pas changé d'avis, on a finalement décidé de regarder et d'écouter notre enfant. Il disait que c'était ce qu'il était et qu'il n'était pas heureux d'être une fille. Après avoir consulté des professionnels de santé, Mimi et Joe laissent Jacob choisir son nouveau nom et vivre sa vie de garçon, en privé comme en public. Il n'existe pas vraiment d'études sur le nombre d'enfants transgenres, mais la question s'est récemment retrouvée au cœur de l'actualité aux États-Unis. Des élus républicains ont demandé d'interdire l'utilisation de toilettes du sexe opposé à celui inscrit sur l'acte de naissance. Aujourd'hui, les parents de Jacob veulent témoigner, car ils se sont souvent sentis seuls face à ces choix difficiles. C'est pour ça que nous partageons notre histoire, pour que d'autres familles qui vivraient quelque chose de similaire sachent qu'il est possible d'aider un enfant dans cette transition, et que ce soit un succès. Joe et Mimi ont beaucoup été critiqués, mais pour eux, ignorer les besoins de leur enfant, c'était courir un gros risque, au vu des statistiques. Il y a un taux de tentative de suicide de 50% pour les enfants transgenres de moins de 20 ans. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour mon enfant et pour n'importe quel enfant. Quant à Jacob, il a un message pour les autres enfants. Je veux vous dire, soyez vous-même. Son jerrycan en plastique, Roukaya, 5 ans, doit venir le remplir d'eau tous les jours. Depuis plus de 7 mois, les forces irakiennes combattent le groupe État islamique à Mossoul. Et l'accès à l'eau courante de son village à la périphérie de la ville a été coupé. Les habitants en sont donc réduits à utiliser l'eau polluée de la rivière voisine. Il y a des gens qui la boivent. Nous n'avons pas eu de décès,
Mais il y a eu des cas d'empoisonnement ou d'évanouissement. Tout ça à cause de l'eau présente ici. Dans ce village, il n'y a même plus de gaz ou d'électricité pour faire bouillir l'eau. L'approvisionnement est difficile, la route, principale voie d'accès au front, est interdite aux véhicules civils. La seule usine de traitement d'eau qui fournissait toute la zone a été détruite et près de 70 familles qui avaient fui les combats ont déjà fait leur retour. Les djihadistes étaient présents dans l'usine et ils l'ont bombardée. L'usine s'est effondrée. Toutes les pompes intermédiaires, le système de filtre, les bassins de sédimentation sont détruits. Maintenant, c'est directement de la rivière au réservoir et vers la ville. À quelques pas de là, ces dizaines de camions récupèrent tous les jours l'eau de la rivière pour approvisionner les camps de déplacés. On vient ici le matin, on remplit les camions et on part. On approvisionne les réservoirs des camps et certains camions vont aussi vers les hôpitaux. Les ONG assurent faire tout leur possible pour assurer l'approvisionnement en eau potable, surtout avec l'arrivée des températures caniculaires de l'été et pour répondre aux besoins des camps, aujourd'hui surpeuplés. Tous les jours à Hollywood, Vince a la tête et les mains dans les étoiles. C'est lui qui appose les noms sur le Walk of Fame, la promenade de la célébrité à Los Angeles. Là, c'est le nom que je viens de souder, et là, c'est le symbole. Après, je mets notre mélange spécial, c'est du ciment avec des morceaux. Ce jour-là, Vince prépare celle du couple d'acteurs américains Kurt Russell et Goldie Hawn, officiellement dévoilée quelques jours plus tard. La cérémonie, souvent organisée pendant la période de promotion des films, est intégralement payée par l'entourage des stars, montant de la note 40 000 $. J'ai toujours été fier de Goldie, depuis qu'on est ensemble, et même avant cela. Alors je suis très fier d'elle aujourd'hui, et c'est super qu'on ait pu faire cela ensemble. Créé en 1958, le Walk of Fame compte plus de 2600 noms. Parmi les plus populaires, Steven Spielberg, Nicole Kidman, Harrison Ford et même Donald Trump. Et les candidatures continuent d'affluer. 300 demandes arrivent chaque année à la Chambre de commerce d'Hollywood, qui en retient une petite trentaine. Les critères pour obtenir une étoile sont la longévité dans le divertissement, 5 ans ou plus, les prix et les nominations obtenues. Et c'est très important pour nous, il faut que les stars réalisent un travail philanthropique. Autour des étoiles, c'est tous les jours la cohue. 10 millions de touristes se pressent sur le Walk of Fame chaque année. C'est très spécial d'être ici, d'être en personne ici pour voir les étoiles des chanteurs que j'aime et que j'écoute beaucoup, et celles des acteurs avec qui j'ai grandi. Gravé sur près de 3 km, le Walk of Fame a encore des milliers d'étoiles vierges, de quoi nourrir pour longtemps le rêve hollywoodien. Des voitures japonaises made in Thaïlande. Chaque jour, plus de 500 véhicules sortent des usines Nissan de Bangkok. Pour les constructeurs auto, comme pour les 4500 autres sociétés japonaises présentes en Thaïlande, le pays est vu comme une porte d'entrée pour l'Asie du Sud-Est. Nous avions une seule usine et nous en avons maintenant 2. Nous avons étendu notre capacité de production et nous avons investi 25 millions de dollars dans un centre de recherche et développement qui réalise des tests pour plus de 90 pays dans le monde. Une présence qui a créé des liens forts entre les deux pays. Bercés au manga, friands de sushi et séduits par les traditions nippones, les jeunes Thaïlandais voient le Japon comme un modèle. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à apprendre la langue. Bangkok compte des dizaines d'écoles comme celle-ci. Ce qui me plaisait au départ, c'était les dessins animés japonais. J'adore en regarder, donc je suis venue ici. Maintenant que je suis diplômée, je pense que le japonais peut être intéressant pour mon boulot. Le succès est tel que certains centres commerciaux consacrent des étages entiers au Japon. L'archipel est aussi une destination de choix pour les touristes thaïlandais. En 2016, plus de 900 000 d'entre eux s'y sont rendus, 10 fois plus qu'en 2003. La mode et la technologie japonaise sont incroyables.
Nous, les Thaïlandais, ne pouvons pas rivaliser, donc nous adoptons leur code. Avec plus de 3,8 milliards d'euros investis en 2015, les Japonais sont les premiers investisseurs étrangers du pays. Une exception dans une région où la Chine est la puissance économique numéro 1.